Bonjour Laetitia. Bonjour Cécile. Écoute, je suis ravie que tu interviennes sur ce sujet de la transe parce que ce n'est pas tellement courant et moi j'ai envie d'apprendre plein de choses là-dessus, donc merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. C'est un sujet qui me passionne, donc je suis super contente de pouvoir en parler. Parfait. Alors, pour ma première question, j'aimerais savoir, pour commencer, c'est quoi la transe et comment tu définirais, toi, un état de conscience modifié? C'est une super question. Écoute, la transe, c'est justement un état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'on va être dans un état un peu décalé de l'état de conscience ordinaire, tu vois, l'état dans lequel on se trouve dans notre quotidien. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, déjà, tout le long de notre quotidien, on va expérimenter des états de transe. Tu vois, un état de transe, un état décalé de conscience ordinaire, ça peut être, par exemple, quand quelqu'un va peindre, par exemple, ou avoir une activité artistique. Quand quelqu'un va conduire d'un point A à un point B, tu vois, sur une route qu'il fait quotidiennement, et en fait, il va juste se mettre dans sa bulle, et parfois, il va même pas se rappeler d'avoir fait le trajet. Tu vois, on peut avoir une sorte de distorsion du temps, avec le temps qui va passer beaucoup plus vite, et aussi un changement des perceptions. Et en fait, moi, j'aime bien cette image d'imaginer une pièce sombre où on va pouvoir allumer progressivement, tu vois, des bougies, et que chaque flamme vienne révéler une partie du décor qu'on n'avait pas vu auparavant. Et pour moi, c'est vraiment ça la transe, c'est pouvoir venir mettre de la lumière sur certaines choses qu'on a en nous. Parce que là, tu vois, tout à l'heure, je parlais des états de transe qu'on expérimente dans notre quotidien, mais on va avoir différents degrés de transe. Tu vois, ça, c'est des transes qu'on va dire légères, et on peut aller un peu plus haut, on va pouvoir pousser le curseur pour expérimenter des états de transe un peu plus intenses qui vont nous permettre de mettre de la lumière, nous permettre d'éclairer des aspects un peu cachés de notre esprit. D'accord. Et en fait, dans cet état-là, on va vraiment avoir la perception qui change. Donc, par exemple, une meilleure acuité visuelle, auditive. On va avoir des sensations aussi dans le corps. On va expérimenter plein de choses comme ça. Oui, et finalement, donc, il y a des méthodes qui vont induire ces états modifiés de conscience, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a plein de manières d'accéder à des états de transe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec des activités artistiques, par exemple. Et en fait, comme les états modifiés de conscience, c'est des altérations de notre état mental habituel, effectivement, comme tu disais, on va pouvoir créer des manières d'y arriver. Donc, par exemple, une manière très connue d'y arriver, c'est par la méditation. Oui. On peut aussi y arriver avec l'hypnose, par exemple, donc l'auto-hypnose ou l'hypnose. Donc, l'auto-hypnose, c'est se faire l'hypnose à soi-même, et l'hypnose, c'est un praticien en hypnose qui va induire cet état de transe pour une tierce personne. On peut avoir le breathwork aussi, dont j'avais déjà pu te parler. La danse, il y avait vraiment plein de choses pour pouvoir créer ces états de transe. Après, on peut aussi parler de substances extérieures comme des substances psychoactives, donc avec des plantes médicinales, etc. Mais là, je vais plutôt rester sur ce qui nous permet d'entrer dans des états de transe par soi-même ou juste avec l'aide de quelqu'un extérieur, mais sans prendre de substances extérieures. Okay. Voilà. Et en fait, ces méthodes, elles vont vraiment permettre de modifier l'activité cérébrale et notre perception. Tu vois, donc moi, la première fois que j'ai connu ça, donc c'était en prenant une substance extérieure, une médecine de la nature. Et en fait, ce qui m'a vraiment interloquée et bluffée, c'est quand j'ai découvert qu'on pouvait y accéder par la respiration, donc avec le breathwork. Et là, pour moi, ça a vraiment marqué un tournant, parce que je me suis dit, comme je t'avais dit sur le premier épisode de podcast, qu'en fait, on a tout en nous, tout est déjà en nous, et on n'a pas besoin de ces substances extérieures. Et donc voilà, moi, ça a été la porte d'entrée pour créer ces états de transe nous-mêmes, et assez fort, c'était le breathwork. Après, j'avais déjà pas mal pratiqué la méditation,
qui m'avait permis d'accéder à des états de transe aussi. Mais disons que la méditation, on va avoir besoin d'une pratique, en tout cas pour moi, de comment je le vois, on va avoir besoin d'une pratique qui va être plus régulière, plus assidue, tandis qu'avec le breathwork, on peut y accéder peut-être plus facilement et plus rapidement. D'accord. Voilà. Et après, ce qui m'a aussi beaucoup étonnée, c'est quand j'ai suivi la formation de Corinne Sombrin en transcognitive auto-induite, où elle va apprendre avec son équipe à induire une transe par sa simple volonté. Donc c'est pouvoir entrer en transe à n'importe quel moment quand on le décide, sans forcément avoir recours à la respiration ou à d'autres techniques. Oui, ça c'est vraiment fort, hein. Oui. Enfin, je sais qu'elle a mis des années à trouver la porte d'entrée pour pouvoir le communiquer aux autres, ce qui lui arrivait à elle de façon assez intuitive. Mais oui, et vraiment de pouvoir maintenant le donner. Donc toi, tu as reçu cet enseignement, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'était une formation. Donc ça, c'était une formation vraiment pour moi. C'était pas pour être praticienne de ça. C'était vraiment pour moi, à titre personnel. Et est-ce que tu peux nous expliquer, ça sert à quoi d'être dans cet état et quels bénéfices on peut en retirer? Oui, bien sûr. En fait, être dans un état de transe, ça peut servir à plein de choses. En fait, déjà, ça peut être une clé pour la transformation personnelle. Parce qu'en fait, en accédant à ces états de conscience modifiés, on va pouvoir aller explorer des parties de nous-mêmes qu'on ignore habituellement de manière consciente. Et c'est vraiment pouvoir aller explorer l'inconscient, en fait, accéder aux portes de l'inconscient. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un état modifié de conscience, on va avoir une meilleure perméabilité du conscient à l'inconscient. Et donc, il y a des informations de l'inconscient qui vont pouvoir redescendre au conscient et vice-versa. C'est ça qu'on va travailler en hypnose, par exemple. Et donc, du coup, pourquoi on fait ça? Parce que ça va pouvoir nous aider à résoudre des blocages émotionnels, par exemple, à guérir des traumatismes, ou simplement, tu vois, à mieux se comprendre. Après, la transe, ça peut aussi être utilisé comme un outil pour la créativité. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui vont utiliser des techniques de transe pour trouver de l'inspiration. D'ailleurs, dans la formation de Corinne Sombrin sur la transe cognitive auto-induite, il y avait beaucoup d'artistes qui venaient pour pouvoir utiliser la transe cognitive dans leur processus créatif. Et ça les aidait énormément. D'accord. Et puis après, je dirais aussi que c'est un moyen pour pouvoir se connecter à quelque chose de plus grand. Tu vois, que ce soit une force spirituelle, ou la nature, ou l'univers, ou le nom que chacun veut donner à ça. Oui, voilà, moi je dirais ça. Tu vois, il y a certaines personnes qui vont décrire une expérience de transe comme un sentiment de connexion profond, que ce soit avec soi-même ou avec plus grand que soi. Ok. Et donc finalement, les bénéfices qu'on peut en retirer, ils sont vraiment multiples. Oui, complètement. C'est vraiment vaste. Et ça peut aider, donc, comme je disais, tu vois, à la guérison émotionnelle, à la résolution de conflits internes, une meilleure compréhension de soi. Oui, c'est ça. Tu aurais un exemple, toi, précis, peut-être de quelque chose qui t'est arrivé, pour nous dire un avant-après, ou qu'est-ce que ça a pu changer? Est-ce que tu as un exemple là, comme ça? Je te prends au débeauté. Oui, bien sûr. Moi, c'était notamment avec le breathwork que j'ai eu des sortes de révélations. En fait, donc le breathwork, c'est un travail sur la respiration, juste pour pouvoir expliquer en 2 mots ce que c'est, qui est une technique vraiment puissante pour pouvoir induire ces états modifiés de conscience. En fait, en contrôlant et en amplifiant la respiration, on va pouvoir oxygéner davantage le cerveau, et ce qui peut entraîner des sensations de bien-être, de clarté mentale, ou des expériences spirituelles plus profondes. Et moi, j'ai vraiment eu, grâce au breathwork, la possibilité d'accéder à des informations que j'avais pas dans mon quotidien, des choses très précises à faire. Par exemple, j'ai eu des
des projections de conscience, donc on peut dire des visions avec voilà, des images très claires de choses à faire. Et ouais, pour moi, ça a vraiment été... on dit game changer en anglais, je sais pas comment on dirait en français. Oui, ça a changé complètement la vision, la perception de ce qu'il y avait à faire, de ce qui était... Exactement, exactement. Avec voilà, des indices clairs. En fait, tu reçois ça un peu comme des cadeaux de voilà, ok, là, faut que je fasse ça. Ça, c'est hyper clair pour moi. Après, j'ai aussi eu des prises de conscience vraiment importantes sur des choses qui me régissaient, dont j'avais pas conscience au quotidien. Là, je vais pas forcément parler de ce que j'ai eu comme prise de conscience, mais tu vois, j'ai déjà eu une cliente qui a eu une prise de conscience avec une levée de traumatisme pendant une séance de breathwork. Et c'est cette levée de traumatisme qui a permis vraiment de mettre de la conscience sur quelque chose qu'elle avait oublié, que son conscient avait oublié parce que c'était trop douloureux, a permis de comprendre certaines choses et de guérir un aspect qui lui posait problème. Ok, parfait, merci. Et alors, si on parle des bénéfices, puisque vraiment il y en a plein, ça on est d'accord, mais est-ce qu'il y a aussi des risques ? Alors, pour les risques, je dirais que effectivement, sans une préparation adéquate ou un encadrement approprié, il y a des personnes qui pourraient, tu vois, ressentir de l'anxiété. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais... à chaque fois, je dis tout à l'heure, mais là, c'était juste dans la question précédente. Quand je parlais de levée de traumatisme, le fait d'accéder à des informations de l'inconscient, et avec cette perméabilité de l'inconscient au conscient et du conscient à l'inconscient, on va pouvoir avoir donc, des traumatismes qui remontent. Et pour moi, ce qui guérit, c'est de pouvoir intégrer une expérience et revivre un traumatisme dans un système nerveux qui est en mode parasympathique. Le système nerveux en mode parasympathique, donc qui est vraiment lié à la détente, va nécessiter d'avoir un cadre sécurisant. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi hyper important d'être avec des personnes qui sont sécurisantes autour de toi pour pouvoir être accompagné de la manière la plus optimale possible. Donc oui, pour moi c'est important de pouvoir s'informer, se préparer et se sentir en sécurité avec la personne qui accompagne ou avec soi-même. Tu vois, par exemple, quand on fait de la méditation, quand on commence la méditation, on accède à des transes légères, puis de plus en plus profondes, mais c'est graduel et voilà, on commence à mieux se connaître. Donc on s'accompagne soi-même continuellement et c'est progressif. Avec une expérience comme par exemple le breathwork, on peut avoir des expériences très intenses, parfois des premières sessions, et c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré pour revivre, s'il y a des traumas par exemple à revivre, des prises de conscience qui émergent, pour le revivre dans un cadre sécurisé, sécure. Ok. Et justement, comment tu le proposes, ce cadre sécure ? En quoi il consiste finalement ? C'est la personne elle-même ou c'est sa formation ou c'est dans quel sens ça part en fait ? Ouais, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est effectivement que la personne soit bien formée, qu'elle ait aussi beaucoup expérimenté ça elle-même. Parce qu'il y a des personnes maintenant qui se forment au breathwork par exemple avec des formations en ligne d'une journée. Et voilà, oui. je peux comprendre que des personnes le proposent et que des personnes se disent « Ah super, je vais pouvoir faire ça ». Mais pour moi, c'est vraiment ce qui est important, c'est que la personne qui accompagne ait elle-même beaucoup expérimenté ça, avec au moins une centaine de sessions à son actif. Pour moi, c'est vraiment important. Et ensuite, évidemment, créer un climat de confiance entre la personne qui accompagne et la personne qui va du coup vivre cet état de conscience modifié, ça pour moi c'est primordial.
Ok, et j'imagine, parce que voilà, il y a cet encadrement, mais j'imagine que après, est-ce que, ouais, ben, j'imagine peut-être mal, est-ce que après, quand il y a une levée de trauma justement, et que bon, la calmer dans l'accompagnement, est-ce que il peut y avoir des suites, et est-ce que toi, tu peux, par exemple, dire, mais vous pouvez m'appeler quand vous voulez, etc. Comment ça se passe Ouais, la bien sûr. suite? Bien sûr, moi je suis toujours là évidemment pour pouvoir parler avec la personne ensuite. Quand il y a des prises de conscience sur certaines choses ou des levées de trauma, je vais proposer aussi à la personne d'aller travailler derrière avec l'hypnose par exemple. Et je vais toujours aussi inviter la personne à se tourner vers d'autres praticiens, d'autres thérapeutes comme des psychologues ou autres pour pouvoir aussi en parler à d'autres personnes, d'autres tiers de confiance. Parce que pour moi, voilà, on travaille main dans la main avec j'allais dire les disciplines, non, Oui, les corporalités presque. c'est ça, exactement. Corporation. Voilà. Donc je sais que voilà, le breathwork peut aider à lever ses traumas, l'hypnose peut faire énormément de choses aussi, et c'est important aussi de pouvoir, pour certaines personnes qui ont besoin voilà, de parler, d'être plus dans le mental, de pouvoir faire appel à des psychothérapeutes, des psychologues. Là où le breathwork va vraiment être sur le corps. Vraiment, on va laisser le mental de côté et on dit que tout s'imprime, tu sais, dans le corps. Et c'est vraiment le corps qui va laisser émerger tout ce qui a besoin d'être vu. D'accord. Et finalement, on fait émerger ce qui a besoin d'être vu, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? Vraiment juste après, hein, juste on le regarde ou au contraire, comme tu dis, on va aller vers l'hypnose. Bon, j'imagine, on regarde ce qui s'élève, mais si c'est douloureux, est-ce que tu fais quelque chose derrière ou est-ce qu'on fait toujours quelque chose derrière ou au contraire pas ? Moi, c'est très mystérieux pour moi tout ça. Ouais, alors juste derrière la séance, ce qui est important, c'est le temps d'intégration. En fait, moi, j'aime bien dire que le corps ne nous montre que ce qu'on est capable de voir à l'instant T. Donc, si la personne elle n'est pas capable de regarder quelque chose qui a été trop douloureux pour elle, le corps ne va pas le montrer. Tu vois. C'est pour ça qu'on a par exemple des personnes qui vont avoir un lever de traumatisme au bout de uniquement 7 séances ou 8 séances. Parce que avant c'était pas possible, elles avaient d'autres choses à voir. Et en fait, moi je suis partisane de faire confiance au corps. Le corps sait exactement ce qu'il faut. Et donc, progressivement, on va voir les choses émerger qui ont besoin d'être vues. Et après chaque séance, il y a vraiment ce temps d'intégration qui est nécessaire pour laisser décanter, pour laisser infuser ce qui a été vécu, ce qui a été vu. Donc ça, c'est juste après la séance. Et donc non, je propose pas une séance d'hypnose juste après. Non, il y a vraiment besoin de ce temps d'intégration pour que la personne puisse le processer, intégrer et ensuite décider de comment elle souhaite se faire accompagner. Parfois, la séance de breathwork est suffisante. Parfois, la personne a besoin d'autre chose. Et ça va vraiment dépendre de chacun, de voir s'ils ont plutôt besoin d'un accompagnement avec telle médecine ou telle autre thérapie. D'accord. Oui, puis ça dépend aussi de ce qui est levé finalement. Exactement. Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il y a des personnes qui pourraient, si c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, du sexuel, peut-être qu'ils vont vouloir se tourner vers un sexothérapeute ou une sexologue. D'autres personnes où ça touche par exemple la famille, peut-être qu'ils vont vouloir travailler sur le transgénérationnel. Voilà, il y a tout un tas de pratiques qui existent. Je pense qu'en plus aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont émergé qui étaient peut-être moins connus en Occident et qui maintenant commencent à se faire connaître. Donc voilà, je pense qu'on a quand même accès à beaucoup de choses pour pouvoir guérir ces maux. Ok. Et alors, il y a une question qui me vient, assez pratique. Finalement, les séances de breathwork, elles sont espacées. Est-ce qu'il y a un rythme où on en fait quand on veut ou comment ça fonctionne dans la pratique ? Alors, dans la pratique, tu vois, c'est comme si je vais à la salle de sport une fois par an. Ça va me faire du bien sur le moment, mais c'est mieux de pouvoir en faire de manière plus régulière. Okay. C'est pareil avec le breathwork pour moi.
Moi, j'aime bien quand j'ai un accompagnement de commencer avec 5 séances minimum ou 10 séances et pas faire une séance individuelle. Après, les personnes peuvent évidemment faire une séance individuelle si besoin, avec des breathwork mensuels en ligne, etc. Mais c'est important pour moi qu'il y ait quand même un suivi et que les séances soient pas trop espacées. C'est-à-dire qu'elles soient espacées de 2 à 3 semaines maximum. D'accord. Et là encore, il n'y a pas de règles. Pour moi, une personne va sentir si elle a besoin, tu vois, d'une séance dans les quelques jours qui suivent ou la semaine d'après. Et ben c'est ok, c'est que c'est juste pour elle et on va faire comme ça. Si la personne a besoin d'un peu plus de temps, de 2 semaines, 3 semaines, et ben on fera comme ça aussi. Et encore une fois, c'est faire confiance au corps et à la personne, parce que il y a qu'elle qui va savoir ce qui est juste pour elle. D'accord. Ok, alors finalement, on répond un petit peu à la question suivante déjà. C'est bien, on prend toujours de l'avance en fait, c'est parfait. La question, c'est comment on peut intégrer de manière sécuritaire ces pratiques pour notre vie quotidienne et pour améliorer notre santé mentale et émotionnelle. Ouais, alors pour intégrer ces pratiques de manière sécuritaire, pour moi, c'est essentiel de commencer doucement, vraiment en douceur, et de se renseigner. Tu vois, on va pouvoir commencer à rejoindre des groupes, des ateliers encadrés par des professionnels expérimentés au début. Et comme je disais, c'est vraiment super important pour moi de respecter son propre rythme, de ne pas se forcer à vivre des expériences trop intenses dès le départ. Donc, par exemple, si quelqu'un a envie de commencer par de la méditation, eh ben, ce qui est bien avec la méditation, c'est que ça va vraiment être graduel. Une pratique régulière, tu vois, même courte, tu vois, ça peut être quelques minutes de méditation ou de respiration d'ailleurs par jour. Ça peut déjà avoir des effets bénéfiques sur notre santé mentale et émotionnelle. Mm-hmm. Tu vois, il y a des personnes qui vont pratiquer par exemple la cohérence cardiaque, entre 3 à 5 minutes par jour. Après, voilà, évidemment, on peut faire ça plus longtemps. Mais déjà, commencer par ça. Il faut savoir que ça va avoir un impact sur le moment présent, au moment où on va faire cette pratique de respiration, de cohérence cardiaque, mais aussi sur je crois que c'est les 12 heures à suivre. Bon, à vérifier le temps, mais je crois que c'est sur 12 heures de plus, donc 3 minutes ou 5 minutes, va avoir un impact positif sur beaucoup plus longtemps. D'accord. Donc ça va être intéressant, de commencer en douceur. Et voilà, pour moi, pour commencer, on va le faire avec des pratiques douces comme la méditation guidée, la méditation pour soi, les séances de breathwork avec un praticien certifié. On peut commencer aussi avec l'hypnose si on a déjà identifié quelque chose qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de faire évoluer. Et encore une fois, ce qui va vraiment être important, c'est d'avoir un espace sécurisant et confortable. Voilà. Et après, un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être patient avec soi-même et vraiment ouvert à ce qui vient, parce que y a des personnes, des clients qui arrivent en breathwork et qui ont vu sur Instagram un réel avec des personnes qui font des trucs de fou, qui bougent dans tous les sens, etc. Très bien, c'est un type de transe. Il y a d'autres types de transe, tout aussi puissantes, tout aussi profondes, voire parfois plus profondes, où c'est une transe qui est complètement immobile. Et ça, ce qui va être intéressant, c'est que ça va même dépendre, tu vois, de la culture de la personne. Par exemple, en Afrique, les personnes sont habituées à observer des transes qui vont être vraiment très très visuelles. C'est-à-dire que tu vois la personne, tu sais qu'elle est en transe. Ça peut même être dansé. Tandis qu'au Royaume-Uni, par exemple, ça va être des transes où il n'y a quasiment rien qui bouge. Parce que ça va être, culturel. Culturel, exactement. C'est exactement ça. Mm-hmm. Ouais, intéressant. Et justement, alors encore une question qui me vient par rapport au breathwork. Donc en fait, ces séances se font en présentiel ou en distanciel? Il faut que ça soit absolument du présentiel? Alors non, pas forcément. Ça peut être l'un ou l'autre.
Moi, j'accompagne à la fois en distanciel et en présentiel, et à la fois en individuel et en groupe. D'accord. Chacun des quatre, donc individuel, présentiel, individuel, distanciel et groupe présentiel, groupe distanciel, va avoir ses avantages et ses inconvénients. Ça va vraiment dépendre à chacun, tu vois, de savoir ce qui est juste pour lui. L'avantage du groupe, c'est qu'on va bénéficier de l'énergie du groupe, que ce soit en présentiel ou en ligne. Y a des personnes qui sont gênées par le groupe, qui préfèrent être seules et qui préfèrent être seules chez elles, en ligne, parce qu'elles sont dans leur petit cocon et vont pouvoir faire ça allongées sur leur lit, et elles préfèrent ça. Moi, je suis partisane du fait d'essayer un peu de tout pour voir ce qui convient le mieux, et puis on va vraiment vivre des expériences très différentes à chaque fois. Donc c'est intéressant de pouvoir expérimenter un peu de tout. Ah, parfait. Oui, ok. Oui, c'est bien parce que finalement, chacun le fait comme ça lui convient le mieux. Oui, exactement. D'accord. Super. Donc, cette question de quelqu'un qui souhaite expérimenter les états modifiés de conscience pour la première fois, il me semble que tu y as répondu. Oui. Hein? Et finalement, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ? Oui. Moi, j'ai vraiment à cœur de démystifier ce truc que la transe est réservée à une élite de gens qui vont, je vais grossir le trait, mais qui méditent 3 heures par jour, qui pratiquent le jeûne, qui mangent parfaitement sans aucun écart. Non, mais c'est vrai, parce qu'on peut avoir cette croyance, et quand on se répète cette croyance, on va l'amplifier et on l'imprime dans notre cerveau. Et en fait, en réalité, la transe, c'est super simple, c'est accessible à tous, on l'expérimente tous dans notre quotidien sans savoir que c'est vraiment de la transe. Et tu vois, quand on dit, quand quelqu'un nous parle et qu'en fait on est en train de penser à son prochain voyage et qu'on n'était plus complètement présent et qu'on dit, ah pardon, excuse-moi, j'étais plus là, ça c'est déjà un état de transe. Et donc voilà, c'est vraiment accessible à tous, peu importe notre mode de vie. Pour moi, c'est avant tout une question de volonté et de pratique, et surtout pas de perfection. Ok. Alors je me demande, moi j'ai quand même encore envie de poser une question, par exemple, la différence entre les méthodes, c'est-à-dire que puisque toi tu as goûté à pas mal de choses, est-ce que comment c'est, alors je vais essayer de bien poser ma question. Par exemple, un état de transe avec Corinne Sombrin et un état de transe dans le breathwork, est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? De quel ordre, s'il y en a une, de quel ordre elle peut être ou pas ? Enfin, voilà, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus à ce sujet. Ouais, c'est une bonne question, parce que je me suis souvent justement posé la question de est-ce qu'il y a une différence entre ces trans, ou est-ce que c'est uniquement des moyens différents d'accéder à un même état. J'aurais même pas la réponse exacte, parce que pour moi chaque expérience de transe est tellement différente de l'une à l'autre. Tu vois, il y a aussi, tu peux avoir ce qu'on appelle des voyages chamaniques. Donc c'est une pratique ancestrale qui va être utilisée par des chamans pour accéder à des mondes spirituels ou des réalités parallèles. Donc ça va être vraiment un voyage intérieur qui va être guidé par des tambours, des chants, des danses. On dit qu'on va pouvoir entrer en communication avec des esprits, des guides spirituels, pour recevoir des enseignements, des guérisons ou des visions. Et en fait, peut-être que le fait d'être guidé par des tambours, des chants, des danses particulières vont avoir une résonance, un impact particulier. Oui, ça je pense que oui. Mais je pense que finalement ce qu'on va voir à la fin, les enseignements qu'on va en retirer, les visions qu'on va avoir, va être propre à chacun en fonction de son état d'évolution du moment. Et que si on avait eu l'expérience, non pas en voyage chamanique, mais en breathwork par exemple, ou en transe cognitive auto-induite,
on aurait peut-être vu légèrement différent, mais peut-être avec les mêmes enseignements. J'avoue que j'ai pas de réponse, qu'il faudrait pouvoir prendre une même personne et lui faire faire 3 choses différentes, mais en parallèle en même temps. Parce qu'en fait, si elle a déjà une expérience de trans, du coup, ça va être biaisé, et du coup, l'autre sera influencé par celle qu'elle a déjà eue. Donc, j'ai pas la réponse. Et c'est une question que je me pose souvent. Après, la finalité, pour moi, c'est vraiment le voyage intérieur qui va permettre de plonger au cœur de nous-mêmes, de notre être. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi et de découvrir, de faire émerger ces vérités cachées, ces ressources qu'on ne soupçonne même pas, et puis finalement vraiment se reconnecter à notre essence. Ok. Et du coup, moi, ça me fait encore me questionner sur autre chose. Ces états de transe, est-ce que finalement, selon la méthode, on les guide d'une certaine façon, c'est-à-dire que est-ce qu'on va dire on va travailler sur tel thème, ou au contraire on laisse émerger, ou peut-être qu'il y a les deux façons de faire, je sais pas, mais je me demandais finalement s'il y a des thèmes ou si au contraire on laisse émerger ce qui doit être là à cet instant T présent et comme enseignement reçu. Et les deux en même temps, Cécile, tu vois, parce que donc effectivement, tu peux travailler de deux manières, ou avec quelque chose de complètement libre, on va dire, donc en laissant émerger ce qui doit être, ou alors en posant une intention, une guidance particulière sur un sujet en particulier, sur un thème particulier. Moi, j'ai la conviction que dans tous les cas, imaginons qu'on parte sur un thème, je sais pas, l'estime de soi, par exemple, et que la personne doit aller voir autre chose, le corps saura exactement ce qu'il faut pour la personne et la personne va voir ce qu'il faut pour elle. Mais évidemment, on peut parler d'un thème en particulier, poser une intention particulière, on peut faire même passer des messages. Tu vois, quand je disais que en état de transe, il y a une meilleure perméabilité du conscient à l'inconscient, c'est vraiment le moment où on va pouvoir justement faire passer des messages, des choses réparatrices pour l'inconscient. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en hypnose. On va parler à l'inconscient va nous répondre aussi, parfois, en fonction du protocole qui va être utilisé. Et je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Et donc tu vas pouvoir faire passer des informations pour pouvoir remettre de l'harmonie là où il y a besoin d'en mettre, ou pour pouvoir aider la personne dans son processus d'évolution qu'elle souhaite, en fait. D'accord. Et ça ouvre toujours des sujets, parce que finalement, comment toi, par exemple, tu vas choisir avec un client, une cliente, l'état modifié de conscience du moment. Alors, évidemment, quand une séance de breathwork est programmée, bien sûr que c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais quand tu es en cabinet, par exemple, et que tu as le choix, comment tu vas t'y prendre, ou c'est chaque fois différent, je ne sais pas. Tu veux dire pour déterminer le sujet, le thème, par exemple, c'est ça ? Le sujet, le thème, ou même la façon d'y entrer. Quelle méthode tu vas choisir, tu vois ? Alors, moi, quand j'ai un nouveau client ou une nouvelle cliente, on va faire ce qu'on appelle la détermination d'objectifs. C'est-à-dire qu'on va creuser avec la personne ce qui lui pose problème dans sa vie, ce qu'elle veut faire évoluer, ce qu'elle a envie de transformer. Et en fonction de ça, je vais lui proposer un parcours, un accompagnement et voir avec elle si c'est OK pour elle. Et ça, c'est vraiment personnalisé à chacun. Après, évidemment, si c'est une séance, par exemple, de groupe, je vais indiquer en amont le thème, et les personnes qui se sentent appelées par ce thème vont s'inscrire ou non pour une séance de breathwork, par exemple. Mm-hmm. Ok, très bien. Et voilà, parce que tu vois, finalement, toi, tu as tellement d'outils qui vont induire des transes.
finalement, que voilà, je me posais vraiment la question de savoir, toi, finalement, après, comment tu choisissais quand c'est pas programmé. Voilà, c'était vraiment ma question. Ouais. Mais après, puis il y a aussi, j'ai pas parlé des constellations familiales, mais les constellations familiales, c'est déjà un type de trans aussi, où on va venir travailler donc sur le transgénérationnel, sur l'origine transgénérationnelle des mots MAUX. Et là, par contre, pour le coup, dans les constellations familiales, il y a des sessions qui sont programmées en groupe, tu vois, tous les mois pour l'instant. Et les personnes viennent s'inscrire directement à ça, elles savent qu'elles vont venir faire une constellation familiale. Oui. Et là, encore une fois... Oui. Et là, encore une fois, c'est encore une autre méthode qui permet d'accéder à un état modifié de conscience. C'est ça, exactement. Eh bien, merci Laetitia. J'espère qu'on a fait le tour de la question, que nos auditeurs et auditrices ne se poseront pas des questions auxquelles je n'ai pas pensé. Il y en a toujours. Des questions auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles on n'a pas répondu, et ils pourront évidemment nous contacter. Et oui, moi, juste comme mot final, c'est juste simplement de se dire que c'est cet outil de transformation tellement puissant qu'est la transe, il est accessible à tous. Et il n'est pas réservé à certaines personnes qui seraient plus spirituelles. Non, en fait, on est tous des êtres spirituels et on a tous accès à ça. Oui, d'accord. Oui, le message est clair. C'est le mot de la fin, mais franchement, le message est clair et donc tout le monde y a droit. Voilà, exactement. Voilà. Tout le monde y a droit. Parfait. Et à son rythme. À son rythme. En s'écoutant. Et en étant bien accompagné. C'est ça, exactement. Ok, merci beaucoup Laetitia, c'était très intéressant, vraiment passionnant. Merci à toi Cécile, et ou en s'accompagnant soi-même, parce qu'avec la méditation, c'est un outil qui est gratuit, accessible à tous et qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Après, la méditation, le seul, j'allais dire bémol, non, le seul truc, c'est que c'est vrai qu'une pratique régulière et constante est quand même nécessaire avant de pouvoir ressentir des choses ou avoir des visions, etc. Oui. Tandis qu'avec le breathwork, on va avoir quelque chose de plus accessible, plus immédiat. Voilà. Mais après, les deux, c'est juste des outils qui permettent d'accéder pour moi à la même chose. Ok. Merci Laetitia, c'était vraiment encore une fois passionnant et vraiment n'hésitez pas, je mettrai les infos de contact dans le résumé de YouTube, donc vraiment tout le monde peut contacter Laetitia ou à partir de Soul Éphéméris les publications ou à partir de Soul Éphéméris la chaîne YouTube. Super. Au revoir Laetitia. Au revoir Cécile, merci beaucoup pour ce partage, ce moment ensemble. Vraiment merci et un plaisir partagé toujours d'échanger avec toi. Merci beaucoup.